Hey, blondin! Reste cool. Sac à merde. Fuyez, pauvre fou. I am the danger. Nom de Zeus. Moin, bienvenue sur la chaîne Cinéphile Toi-même, c'est Grump et ceci n'est pas une critique de The Irishman, film que je vais vous présenter, résumer, décortiquer, donc spoiler à ma manière, et tout de suite je vous en offre un court, malheur très court, aperçu. You always charge a guy with a gun. With a knife, you run away. So you charge with a gun, with a knife, you run. En plus, ça rime. The Irishman est un film de gangster, il est sorti le 27 novembre sur Netflix, il dure 3h30, il est réalisé par Martin Scorsese et il dure 3h30. Au scénario, on retrouve Steven Zaylan qui a écrit ce film d'après I Heard Your Penthouse, Frank the Irishman Sharon and the Inside Story of the Mafia, The Teamsters and the Funny Ride by Jimmy Hoffa de Charles Brandt. Tu te fous de ma gueule avec la longueur de ce titre? Et il s'est vendu le livre en plus, c'est ça qui est fou. Le film dure 3h30, au scénario on retrouve Robert De Niro dans le rôle de Frank the Irishman Sharon, Al Pacino dans le rôle de Jimmy Hoffa, Joe Pesci dans le rôle de Russell Bufalino. Le film dure 3h30 et je vous propose tout de suite de passer au résumé de ce film qui dure 3h30. Depuis sa maison de retraite, Frank Sheeran se remémore sa vie. Vétéran de la Seconde Guerre, puis chauffeur de camion dans les années 50, accusé de vol, il est défendu par l'avocat Bill Bufalino. Ce dernier lui présente son cousin Russell Bufalino. Frank se lie rapidement d'amitié avec Russell et se rapproche peu à peu de la mafia locale. Il devient un homme à tout faire et un tueur à gages efficace. Russell lui présente alors l'un des hommes les plus puissants des États-Unis d'Amérique. John Cena! Jimmy Hoffa, président du puissant syndicat International Brotherhood of Teamsters. Je te remercie Wikipédia de m'avoir donné un petit coup de main pour ce début de résumé, car oui, je l'admets, j'ai toujours eu du mal à comprendre tout bien des histoires de Martin Scorsese, je le trouve. C'est pas que je le trouve compliqué, mais je pense que c'est moi qui suis un peu trop con pour tout bien comprendre la première fois. Quasiment, il m'a fallu le voir 3-4 fois pour l'aimer, donc voilà. Mais du coup, je vais continuer tout seul comme un grand, hein. Je dois prendre mon courage à deux mains, comme on dit. Je dois y aller de l'avant, viser la lune, au pire, je tomberai dans les étoiles, je crois. C'est ça, oui, l'expression. Et puis, de toute façon, sur Wikipédia, il n'y a pas la suite, donc il faut que je la trouve tout seul. Donc, vous avez peut-être remarqué une petite différence d'écriture, hein. C'est normal, hein. Voilà. Alors, on reprend la musique, du coup, hein, forcément. 3, 4. Frank et Jimmy deviennent très vite amis et inséparables. Alors que celui-ci a commis quelques boulettes et se retrouve en prison, il perd la présidence de son syndicat. À sa sortie, il souhaite reprendre son poste, ce que la mafia voit d'un mauvais œil, car Jimmy menace de révéler au grand jour les liens étroits qu'il entretenait avec l'organisation criminelle. Frank essaie par tous les moyens de raisonner son ami, mais rien n'y fait. Et le coup près tombe. Jimmy Hoffa doit disparaître. Russell parvient à convaincre Frank de l'éliminer. Je sais pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que c'est quand même son meilleur ami, il était peut-être pas obligé, enfin... C'est peut-être pour montrer sa loyauté auprès de la mafia, qui sait, pour pas qu'il se fasse éliminer lui aussi. Bref, continuons. Une fois Jimmy disparu, tout part à volo, et une grande partie des personnages masculins que l'on suivait jusque-là sont arrêtés. Frank doit alors vivre avec le meurtre de son meilleur ami sur la conscience, et le désamour de sa fille Peggy, qui ne lui adressera plus jamais la parole. Il vieillira seul, dans une maison de retraite. Qu'est-ce que tu en penses, chérie? Tu me demandes mon avis maintenant? Je vous écoute. Eh ben, si un jour on m'avait dit ça, que j'allais voir De Niro, Pacino et Pesci dans un même film de Scorsese aujourd'hui, j'aurais peut-être pas cru. En tout cas, j'aurais cru, mais je me serais ils sont peut-être un peu vieux, non, pour faire ça. Eh ben non, c'est pas trop tard. Scorsese, je suis encore plus étonné finalement, de Scorsese, quoi. Le gars, il doit avoir plus de 80 balais, je sais pas exactement combien, mais
On est en 2019 et il sort un film de 3h30 où on s'ennuie jamais. Moi, je me suis jamais ennuyé, j'ai suivi le truc, j'ai pas non plus été... c'était pas le film le plus palpitant du monde non plus, mais le gars, 80 Blade, sort The Irishman, alors que à côté, t'as des petits réalisateurs qui font... T'as des réalisateurs, ils arrivent, ils font Star Wars, alors que c'est pas George Lucas, c'est un petit réalisateur tout pourri qui fait Jurassic World, enfin... Je me rappelle plus de qui c'est, donc c'est pas pour créer une polémique, mais voilà, quoi, c'est quand même marrant de dire, finalement, c'est les vieux de la vieille, quoi, qui savent faire, quoi, qui sont en mode, tiens ma bière, gamin, je vais te montrer comment on fait un film de 3h30, alors attends. Le gars, il sort un film comme ça. Ouais, c'est dans la veine des films de gangsters de Scorsese, quoi. C'est dans la veine de Les Affranchis, de Casino, de Mean Street, je crois. Je n'avais pas trop aimé ce film, je l'ai vu qu'une fois, mais je crois que c'est un peu dans la même veine. Donc le gars reprend une histoire vraie, authentique, forte, et il te la rend, il te la conte d'une manière mais incroyable, quoi, unique. J'aime beaucoup le message de ce film de The Irishman, le fait que Frank soit tiraillé entre l'amour qu'il peut avoir envers cet ami et tout, ce meilleur ami il voit qu'il est en train d'aller à sa fin, mais il essaie de le raisonner, de le soutenir encore, et du coup il est tiraillé entre ça et ses amis de la mafia, ceux qui l'ont fait grandir, ceux qui l'ont fait rentrer dans le milieu, son amitié avec Russell. C'est très bien narré, je sais pas si c'était à ce point-là en vrai, en tout cas c'est très largement inspiré l'histoire est très largement inspirée, du fait que Frank Sheeran, sur le point de mourir, ait dit à son biographe ait confessé avoir tué Jimmy Hoffa. Et du coup, Scorsese s'est imprégné, ainsi que le scénariste se sont imprégnés d'histoire de Jimmy Hoffa, du fait que ça puisse être ce garde du corps qui l'ait tué, ce tueur à gages en tout cas. Et on a pondu une histoire assez cool. Et tout ça me fascine pour plusieurs raisons, déjà parce que c'est des histoires qui sont connues aux États-Unis globalement, mais dans notre pays, en France, on n'a pas Jimmy Hoffa, c'est pas quelque chose qui nous touche en soi. Donc déjà découvrir une histoire comme ça, mais en plus je me dis que ce qu'on sait de l'histoire de Jimmy Hoffa, c'est ce que veulent bien livrer les gangsters, c'est ce que veulent bien ont réussi à trouver les agents qui ont travaillé sur cette affaire, le FBI, sur toutes les histoires de mafia qu'on peut connaître, sur machin a tué ceci et tout cela, il y a eu ce racket, ces fraudes, toutes les histoires de mafia, finalement, je pense qu'on en sait très peu de choses, on sait que ce qu'on a pu découvrir ou ce qu'on a bien voulu nous dire, et ça donne lieu à plein de mystères sur tout ça, quoi. Et c'est ultra fascinant, puisque ça touche des sortes de hors-la-loi un peu de western, des gens qui ont choisi ou pas choisi finalement de vivre cette vie-là de truands, et qui la vivent à fond, ou en plus dans des époques où les moyens de recherche et d'intervention de la police ou de ce genre de choses, des systèmes qui sont en place, permettaient ce genre de choses. Donc c'est assez fascinant en fait à découvrir. C'est fascinant pour le cinéma en termes de films. Ça fait du coup surtout des films de Scorsese comme ça fait des films ultra classe, quoi, qui ont beaucoup de cachets. Quand je pense au cinéma, c'est clairement à cette image que je m'en fais, en fait, des films de gangsters, c'est le truc un peu mythique du 7e art, je trouve, quand même. Et Scorsese a beaucoup contribué, en tout cas pour moi, pour rendre le cinéma très classe, et sait raconter ce genre d'histoire, quoi, ces histoires qui intriguent beaucoup de monde. Certains diront peut-être que The Irishman a 1 heure de trop, mais clairement, moi, je m'en fous, quoi. C'est vrai que si je me mets à le critiquer réellement, je me dis, il y a peut-être 1 heure, voilà, on aurait pu couper certaines choses et tout, mais dans ce film-là, beaucoup de choses sont montrées, des choses mais totalement anodines. On se dit, mais mince, les 20 minutes que je viens de suivre là, en une scène de 2 minutes, c'était plié, quoi. Mais ce qui est montré dans ces 3h30 là, c'est tous les personnages, comment ils réfléchissent, comment ils réagissent envers les différents autres personnages. Genre, lui je l'aime pas, je peux pas te saquer et tout, tu vas le faire pour moi et tout. Leur relation entre eux, c'est tellement poussé. Du coup, c'est ce qui rend les personnages ultra forts, quoi. Je vais y revenir après avec les différentes interprétations qu'il y a eu de la part du casting, mais c'est fabuleux, quoi, comme film. C'est avec Les Affranchis, Casino, c'est des films qui, je trouve, ça se laisse porter, quoi. Tu peux le regarder tout le long, puis tout est important en fait à montrer. Tout ce qui est montré est bien montré. Ça paraît anodin, mais tout ce qui est montré, c'est beau, quoi.
Et ça sert le récit, surtout ça sert le récit. Parce que dire que c'est beau, c'est bien, mais ça sert le récit et c'est ça qui est très important, je trouve. Puis la complicité entre les trois différents acteurs, elle est magnifique à l'écran. Je pensais pas voir ça un jour et je me rappelle plus honnêtement si dans The Irishman, dans les 3h30, il y a une scène où ils sont tous les trois sur le même plan. C'est très souvent Frank avec Russell ou Frank avec Jimmy Hoffa. Du coup, je sais pas si les trois acteurs sont vraiment ensemble sur un plan à un moment. Peut-être, hein, mais je n'ai pas l'image comme ça. Et surtout, je me dis, mais s'il y a un quatrième acteur avec à ce moment-là, mais le gars, il vit mais un rêve de son métier, quoi. Se dire, bah, est-ce que il y a 10 ans, par exemple, il se serait dit, bah, attends, je vais jouer avec De Niro, Pesci et Al Pacino dans un film de Martin Scorsese, mais tu peux pas faire plus classe sur ton CV d'acteur, quoi. Ça veut dire que t'as été reconnu par Scorsese pour pouvoir jouer dans un de ses films, pardon. Tu donnes la réplique à des gens qui sont fabuleux, même si tu dis rien, quoi, c'est pas grave, t'es avec eux. C'est ça qui est génial. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote liée à ça qui est assez chouette. Stephen Graham était extrêmement nerveux lors de sa scène dans laquelle Al Pacino et lui discutaient du retard de son personnage dans une réunion. Stephen pensa, je suis dans une scène avec Robert De Niro. Il ne dit rien. Merde. Cela le conduisit à improviser une réplique. Que pensez-vous, Frank? Au personnage de Robert De Niro. Au grand plaisir de Stephen, De Niro a improvisé la réplique. 12 ans et demi. Bon, je perds beaucoup de temps avec cette première partie d'avis. Moi, c'est encore beaucoup de choses à dire, donc je vais continuer quand même. La narration, bah, elle est superbe, quoi. Toujours avec le style voix off qui marche super bien. Les monologues sont très bien écrits. Les dialogues sont de façon très très bien. Il y a plein de moments cultes avec ces dialogues, que ce soit les discussions de Joe Pesci avec De Niro, que ce soit les explications au niveau des différents protagonistes de leur relation entre eux. Tout ça c'est bien dit. Au niveau de la narration aussi, j'aime beaucoup le fait que quand des fois l'image se fixe, elle fait une pause et on voit un écriteau du personnage en question. Il y a son nom, mort-le, de genre 8 balles dans la tête en 1981. Plein de petites choses vraies du coup qui te rattachent à la réalité, donc ce qui te plonge encore plus dans l'histoire qui t'est racontée. Et en plus ça colle très bien, je trouve, avec le film, parce que notamment la première heure, mais finalement tout le film il est pas ultra violent comme l'a pu être par exemple Casino. Et grâce à ces petits écriteaux, il te remet une dose de violence gratuite, alors que c'est genre une scène de dialogue ou de rencontre entre différents personnages qui te rappellent que, ouais, tu vois, là tout le monde se parle, tout le monde fait semblant d'être ami, mais qui sait, peut-être que demain, lui, il va faire en sorte de te mettre 8 balles dans la tête. Ouais, et je trouve ça génial. En plus, c'est ultra visuel, ça rend super bien. C'est encore une fois une très bonne idée. La mise en scène, bah, elle est toujours aussi folle par rapport à des films genre Casino ou Les Affranchis. J'adore citer ces films-là, hein, je ne m'en lasse pas. Les scènes de meurtre, notamment dans The Irishman, qui rendent toujours bien. C'est très souvent un beau plan séquence qui est bien amené avec une belle photo, avec un beau plan séquence qui rend super bien. Si, autre chose que je voulais dire, qui me semblait très important à rajouter, puisque j'enregistre dans ma voiture avec des écouteurs tout pourris, c'est au sujet des scènes d'action, notamment des scènes de meurtre. Je les trouve ultra violentes. 8 balles dans la tête, point. Enfin, je te vide mon chargeur dans la tête, puis je jette l'arme, quoi. Il y a aucune chance pour la personne qui a tué, c'est pas en mode film d'action, ouais, je te fais un speech avant de te tuer. Non, je te bute, point, je veux être sûr que tu crèves, parce on n'a pas que ça à foutre, et que je veux être sûr, quoi. J'ai beaucoup aimé aussi la scène où la femme de Jimmy Hoffa se fait renvoyer et elle va démarrer sa voiture. Et elle hésite parce qu'elle sait que sa voiture peut exploser. Et au moment où elle met le contact, on voit une scène d'explosion et après on revient à elle où en fait sa voiture démarre normalement. J'ai adoré la tension qu'il y avait dans cette scène, comment elle a été montrée et toute la parano qu'il devait y avoir autour de ça. Et pareil, j'ai beaucoup aimé aussi les ralentis. Notamment, je sais plus, quand quelqu'un essaie de tuer, je sais plus qui. Il y a un politique qui va pour se faire tuer par un gars dans une foule et il y a un ralenti qui montre, voilà, que tout le monde essaie de l'en empêcher. Et cette tension, elle est bien montrée à ce moment-là. Pareil, on la retrouve aussi au niveau du tribunal pour montrer bien tous les personnages qu'il y a dans ce tribunal. Et finalement, c'est fait sous forme de ralenti. Je sais plus si c'est au tribunal finalement ou si c'est lors d'un baptême vers la fin. Mais c'est pour montrer tous les personnages et toutes leurs réactions, plutôt que de montrer genre un plan de 20 secondes où ils sont là à vitesse normale à applaudir, à faire semblant de se parler entre eux, donc où ça aurait été un peu faux.
Bah voilà, c'est 3 secondes de bonheur, sauf que je la mets au ralenti et comme ça vous en profitez bien. 3 secondes de bonheur pour les uns ou de dégoût pour d'autres, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et c'est encore une fois très bien pensé en termes de mise en scène. Je vais faire très vite sur les plans, mais mon dieu, les plans de ce film ils sont magnifiques quoi. Surtout au début. J'ai en tête, et j'aurai je pense très longtemps en tête, l'image de la voiture. Je ne connais pas les noms des voitures, c'est dommage parce que c'est une voiture magnifique. Elle passe, on est vraiment mais pile poil sur le côté, et on la suit elle, en travelling. Et c'est magnifique, quoi. La voiture elle brille, la photo elle est magnifique, tu vois tous les décors autour. C'est vraiment somptueux à ce niveau-là. Le mot fuck est utilisé 136 fois dans The Irishman, devant Raging Bull, qui compte 114 fuck, mais largement dépassé par Les Affranchis, qui contient 300 fuck, Casino, qui contient 422 fuck, et enfin en première position on retrouve le Loup de Wall Street, qui compte 569 fuck, qui si on fait le calcul, contient un fuck toutes les 20 secondes. Bravo Martin Scorsese, je vois qu'on est vulgaire. Bref, voilà, on va me dire que j'abuse, mais même les musiques, quoi, même les musiques, elles pètent la classe, elles rendent super bien selon les époques où se déroule le film, puisque le film se passe sur différentes périodes de la vie de Frank Sheeran. Et cette chanson revient souvent dans le film, notamment à la maison de retraite, donc au début et à la fin du film. Et elle est choupinou, trop choupinou cette musique, vraiment les années 50, elle aurait pu être dans Retour vers le futur sans problème. Et dans le 1, évidemment. Et elle s'appelle In the Still of the Night de The Five Satins. Bref, ce petit instant musical est terminé. Je vous propose d'enchaîner sur le gros point fort de ce film, qui est pour moi les performances de ces différents acteurs ô combien mythiques. De Niro, il fait du De Niro, hein, son personnage est dans la même veine, on va dire, que dans les précédents films que j'ai déjà cités au moins 36 fois dans cette snepuc. Il est toujours en forme, ma foi. Al Pacino, il est bien, il a perdu un peu en charisme, je trouve, en vieillissant, mais il est toujours très très bien, et ce personnage de Jimmy Hoffa lui colle à merveille. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs sa réplique à un moment, je crois que c'est Frank qui lui parle d'un Tony, et lui il dit Tony, lequel des Tony? Ils s'appellent tous Tony, alors que lui s'appelait Tony Montana dans Scarface. Donc j'ai trouvé cette réplique assez marrante en petit clin d'œil. Et enfin, le meilleur pour la fin, Joe Pesci, quoi. Je l'ai trouvé juste, alors je l'ai marqué avec en majuscule, magistral. Je l'ai vraiment trouvé génial. Il avait un rôle totalement différent que celui des précédents films que j'ai déjà cité 37 fois maintenant. Il est génial, quoi, en mode petit papy que t'as envie de câliner. Il fait des petites moues avec sa bouche et tout. Il est trop mignon, on a envie de lui gratouiller derrière les oreilles. Il y a peut-être comme moi qui a envie de faire ça, c'est très gênant du coup. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais je le trouve vraiment fabuleux, quoi. Il est sous-coté, cet acteur, mais d'une force. Les gens ne connaissent pas assez son nom, quoi. Tout le monde connaît Al Pacino, De Niro, même si tu t'aimes pas le cinéma ou tu regardes pas plus que ça, mais Joe Pesci, pour beaucoup, c'est pas quelqu'un d'incroyable. Et même moi, avant de m'intéresser au cinéma, tu me montrais le nom, je savais pas qui c'était, mais tu me montrais une photo, je disais ah oui, Home Alone, là, ouais, le film avec Donald Trump dans un hôtel, là, oui, enfin, oui, chacun sa référence. Et du coup, ouais, pour moi, il était connu que pour ça, et du coup, je suis très content de l'avoir découvert autrement, cet acteur. Et le pire, c'est que j'ai pas encore vu les mamans, j'ai raté l'avion, là, 2 fois. Les gamins, quand même, 2 fois, ils oublient leur gosse, hein. Faut quand même qu'on en parle un jour de on fera genre, c'était plus que ces 2 films, quand même, c'est quand même n'importe quoi. Ouais, donc ces 2 films, je les ai pas revus depuis. Et je sais que quand je la verrai, Joe Pesci, je vais le regarder, mais avec un œil complètement différent, quoi. Je vais me dire, mais mon Dieu, ce gars-là, il est fabuleux, quoi. Et il joue dans Maman, j'ai raté l'avion. Ce monde ne tourne pas rond, ce monde n'est pas normal. Dans le film, ils sont beaucoup vieillis par ordinateur. J'ai trouvé ça plutôt bien fait en soi, sauf quand ça touchait vraiment au moment où ils étaient les plus jeunes. Sur Pesci ça marche plutôt bien, mais sur De Niro c'est n'importe quoi, on dirait juste qu'il est même vieux pareil, mais ils lui ont teint les cheveux en noir et ça se voit.
Et donc ça rend, ma foi, je trouve très très mal. Mais c'est un truc qui se répand, mais pour ce film, je suis pas fan non plus. Heureusement qu'ils ont pas attendu encore 10 ans pour le faire. Réellement, je pense que ça aurait été un peu possible vu la forme des différents acteurs, vu leur vieillissement quand même qui devient de plus en plus prononcé, quoi. Il faut faire avec. C'est comme pour Harrison Ford. Harrison Ford, c'est encore pire, je trouve, depuis le dernier Indiana Jones. Déjà, il rentrait encore moins dans le rôle qui était le sien par rapport à De Niro qui aujourd'hui qui avait repris dans The Irishman un peu son même caractère qu'on peut trouver dans d'autres films, où là pour le coup il rentrait beaucoup mieux dans le personnage. Et donc on aurait attendu encore 10 ans, je pense que ça aurait été trop compliqué à faire, et heureusement du coup que Joe Pesci a accepté de revenir pour Scorsese dans ce film, puisque apparemment j'ai lu dans les différentes anecdotes que j'ai pu voir qu'il a refusé le rôle 50 fois. Et mon Dieu, heureusement qu'il a accepté, et comme ça on voit enfin ces trois acteurs jouer ensemble, et c'est beau, quoi. C'est incroyable. C'est comme si aujourd'hui tu faisais un match de foot, tu reprenais Zidane, Platini et je sais pas, Mbappé, voilà. Et tu les faisais jouer tous les trois et que ça fonctionnait. Donc il y aurait pas d'effet du vieillissement. On voit un film, on voit un match comme ça, quoi. Pour moi c'est exactement pareil transposé au cinéma. Oh la vache, je viens de regarder depuis combien de temps ça enregistre, et clairement c'est beaucoup trop long. Mais je suis très content de la faire, je suis très content de pouvoir vous dire tout l'amour que j'ai pour ce film, pour ces acteurs, pour ces personnes, même si je me répète, même si je cherche mes mots, même si je dis des choses parfois qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. En fait, ce n'est plus qu'un peu à l'image du film, évidemment beaucoup moins bien faite. C'est-à-dire que je vous montre, le tout, quoi. Voilà, je vais vous montrer tout ce que je ressens de ce film. Et je voulais terminer cette petite partie avis par dire un truc, c'est que beaucoup de gens ont râlé sur le fait que ce film n'ait pas été proposé par exemple dans leur cinéma et soit que sur Netflix. Je comprends, je partage cet avis, par contre je ne comprends pas les gens qui râlent sur le fait que ça soit un film Netflix. Ce qu'il faut se dire, c'est que Martin Scorsese l'a lui-même dit, il a déclaré qu'il ne pouvait pas faire appel à un studio hollywoodien pour soutenir son épopée de masse, affirmant que plus personne ne souhaitait faire de film avec lui et Robert De Niro. Donc heureusement qu'il y a le PDG de Netflix qui s'appelle Ted Sarandos, qui a bien voulu prendre en charge la production du film, et qui a permis, alors je vois plusieurs budgets qui circulent, j'ai vu 125 millions je crois sur Wikipédia, et là je vois 160 millions de dollars sur IMDb. Du coup je serais plus enclin peut-être à croire IMDb, mais encore une fois pas sûr, parce qu'il y a aussi une autre anecdote. Voilà, je vous dis tout, hein. Je vous ai dit que je vous disais tout, je vous dis tout. Il y a une autre anecdote qui dit comme quoi la maison de Robert De Niro, de Frank Sheeran dans le film, la première maison où on les voit partir, c'est la même maison que dans Les Affranchis. Donc j'ai passé 10 minutes à vouloir comparer les deux maisons. Elles se ressemblent, mais il y a des portes et tout où ça colle pas. Donc je serais plutôt d'enclin à dire que ce n'est pas la même maison, surtout qu'il y a des images de Google Maps assez récentes qui montrent encore une fois la maison. Donc dans The Irishman, si je les compare avec celle de The Irishman, ça colle pas. Donc, ou alors je me suis trompé de maison, mais concrètement, pour avoir fait toutes les localisations de maisons de Les Affranchis, je pense que c'était la seule maison qui correspondait, et ça ne colle pas malheureusement. Bref, tout ça pour dire merci à Netflix d'avoir repris ce projet, d'avoir permis à Scorsese de peut-être finir sa carrière de réalisateur, qui sait. Je sais pas s'il a envie de continuer après, mais en tout cas, il montre qu'il est encore bien en forme à cet âge-là. Et c'est bien. Ouais, j'ai terminé ma partie à vie, donc on va passer au bref. Bref. Oh là là, je vais m'amuser au montage, moi, avec tout le son que j'ai enregistré, il y a beaucoup trop. Bref, c'est pour moi un des meilleurs films de Scorsese, mais c'est pas mon préféré. Après, à voir avec le temps, si je le revois, on verra. Bon, j'ai peut-être pas tous les jours 3h30 à mettre devant moi. Je voulais terminer par une dernière petite anecdote pour la route, s'il vous plaît. Robert De Niro, vous voulez que le film conserve le même titre que le livre? Early Penthouses. House, ou Houses, je sais pas comment on dit. Ouais, bon, ouais.
J'avais oublié à quel point la dernière anecdote des Snepuc est toujours aussi intéressante. Sinon, j'ai vu que Al Pacino il avait déclaré que selon lui, le processus de tournage de The Irishman était ce que l'on ressentait lors d'un tournage des films dans les années 70. C'est une phrase qui veut pas dire grand chose en soi, mais qui pour moi veut dire beaucoup, dans le sens où ce film est un retour dans le temps. Un retour aux années 80-90 quand on faisait ce genre de films comme ça. Des films aussi longs. Quand on voit, j'ai pas envie de critiquer Avengers ou des films de super-héros parce que c'est pas des films que je regarde puisque j'ai pas que ça à faire de regarder les prémices du nouveau Endgame par exemple en regardant 10 films avant pour bien tout comprendre et pour bien tout avoir toutes les informations, donc j'ai pas que ça à faire et ça m'intéresse pas assez. Mais quand je vois des films comme ça qui sortent et qui font parfois 3 heures, ou là j'ai pas d'autres exemples, des films où ils font 2 heures, 2h30, où on se dit ouais ça va être long et on le sait qu'il y aura un peu de longueur, mais ça fait bien de se dire qu'on a un film de 2 heures, ça fait pas genre 1h30 comme les comédies, mais ça s'est répandu et aujourd'hui il y a plus que ça. Là le gars il sort un film de 3h30 qui est beaucoup plus palpitant, qui a moins de longueur je trouve que, pour pas critiquer je sais pas, que n'importe quel film finalement, qui a moins de longueur que Zombieland 2 par exemple. Zombieland 2 je l'ai adoré, j'en ai fait une petite sneak d'ailleurs, c'était la petite sneak précédente si vous voulez l'écouter. Je l'ai adoré, mais il y a 2-3 passages où je me suis un peu embêté, et là devant The Irishman je ne m'embête pas une seconde, il faut le savoir messieurs dames. Bon, je parle pour rien dire maintenant, donc je vais encore m'amuser encore plus au montage, parce que je suis en train d'ajouter du temps, et là encore, finalement, c'est sympa qui se mord le cul, faudrait que j'arrête de parler. Je vous remercie d'avoir suivi cette Snepuc jusqu'au bout, je vous dis à la prochaine, gros bisous.